Bonjour Ziad et Bouna. Je m'appelle Karim Arafa, j'ai 13 ans, jeune élève en 4e de l'Anatole France à Pavillon-sous-Bois. Je vous rends hommage pour votre mort qui est pour moi injuste, triste, alors que vous êtes innocent. Bonjour les parents de Ziad et Bouna. Je rends hommage à vos enfants morts en étant encore mineurs. Je sais que c'est dur pour vous de vivre sans eux, de passer les fêtes, les anniversaires sans eux. Bonjour les frères et sœurs de Ziad et Bouna. Je sais que c'est difficile à vivre sans eux. Ils ne sont plus là pour vous écouter, raconter vos souvenirs d'école. Comment vivre quand on garde la mémoire d'un frère et que tous les jours, on se dit qu'il pourrait être avec nous et qu'on pourrait poursuivre l'histoire de notre famille. Bonjour Mouitine et les amis de Ziad et Bouna. C'est dur de vivre sans un pote d'enfance. Vous avez grandi ensemble, joué ensemble au stade de foot, été ensemble à l'école. Bonjour les professeurs de Ziad et Bouna. J'espère que vous ne les avez pas oubliés et que vous leur avez rendu hommage. En tant que prof, vous les avez aidés à acquérir des connaissances. Aujourd'hui, j'aimerais que vous racontiez leur histoire à vos nouveaux élèves. Je vous souhaite bonne chance pour cette aventure qu'est la vie. N'oubliez pas de parler de Ziad et Bouna à vos enfants. N'oubliez pas de parler de Ziad et Bouna à vos enfants. Cordialement Karim. Ziad et Bouna, 20 ans après, on a le même âge que vous. 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 Par toute la classe de 4e 5 au collège Anatole France au pavillon. Et ce soir, j'ai du mal à dormir. Même 5 gros ouins, je fatigue pas mes paupières. J'ai qu'une feuille blanche, beaucoup de choses à écrire. J'ai mélangé le jack, j'ai bu l'élixir. Dois gratter cette lettre, j'ai couché quelques mots. J'arrête pas de me demander que seraient devenus ces mots. On a manifesté, j'ai brandi l'étendard, mais ils nous ont tiré dessus comme sur un filtre ton car. L'éclair dans 40 minutes. Nos visages ne sont pas encore affichés à l'extérieur du mur. Nous sommes ici, dedans au fond. Nous n'avons pas peur du noir. Un chien qui aboie, on se colle, se serre. On entend les sirènes par en haut. Les reflets rouges, bleus, tournent sur les fils électriques. Ça donne le vertige. On sent qu'il ose. Il faut qu'on se remue. On remue les bras, on remue le pied. Nous sommes dans un rêve et nous allons nous réveiller. « 27 octobre, 18h11 et 43 secondes. Électrocution, court-circuit dans la ville, décharge dans la ville. Le Parisien, samedi 29 octobre 2005, Clichy-sous-Bois, nouvel lieu de violence. Émeute après la mort de 2 jeunes en Seine-Saint-Denis. Libération, lundi 31 octobre. Comment Clichy s'est embrasé. 18h11 minutes 43 secondes. Court-circuit. Panne d'électricité. La lumière s'éteint. Pour 200 000 personnes, nuit dans la ville, nuit dans les cuisines, nuit au commissariat. Le Parisien, samedi 5 novembre. Qui sont les émeutiers? Le Monde, lundi 5 novembre. Sarkozy, 2 points, ouvrez les guillemets. Nous ramènerons l'ordre et la tranquillité. Fermez les guillemets. Le Point, 10 novembre 2005. Banlieue, ce qu'on n'ose pas dire. Rien à voir à Clichy-sous-Bois. Rien à voir, rien à montrer. Ouvrir des mots seulement prononcés. Lancer des sons, dire. Ne pas arrêter de dire. Au bord des morts, qui survivra au-delà de ces nuits d'incendie. Le mur n'est pas l'horizon. La scène se passe à Aulnay-sous-Bois, le 4 novembre 2005. Sur cette photo signée Jeanne Grimoret, publiée dans Le Monde, on peut apercevoir un homme probablement noir avec un sweat à capuche. Une silhouette d'un camion de pompiers. À gauche, on aperçoit de la tôle taguée donnant sur un terrain vague, Et 6 avec hommes de la végétation autour. incapables d'éteindre le feu. Enfin, on aperçoit un sol en béton avec des plantes et un peu de terre. Des journalistes. Cet homme noir qui porte une capuche au milieu des tags. Des policiers. Cela fait penser à tous les clichés Ils sont bouillés par l'incendie. qu'on peut avoir sur la Ils banlieue. sont choqués. Ils sont incapables de réagir. Mais la banlieue est diverse. Le Raincy et Clichy-sous-Bois sont 2 villes de Seine-Saint-Denis collées et pourtant elles sont très différentes. Mon étonnement, c'est que les gens, ils restent sans rien faire. Ils sont censés poser des questions aux gens du quartier. Cette photo donne une vision négative et caricaturale pour un public qui ne connaît pas la banlieue. Pour savoir ce qui se passe, comment l'incendie elle a lieu. Et l'incendie, elle a été faite par des jeunes avec des déchets et des camions. Dans les médias, la plupart des jeunes de banlieue sont représentés comme des racailles, des voyous, des bandits, Pour la mort de Ziad et Bouna. ce qui est faux pour la plupart d'entre eux. Et c'est agaçant pour nous qui y vivons. Il n'y avait pas d'heure précise pour attaquer la ville.
C'était spontané. Ça s'est déclenché sous les coups de l'énervement, de l'émotion. Ça s'est déclenché. Ils étaient énormément. Les jeunes étaient enragés, comme des loups. Ils brûlaient des voitures, brûlaient des poubelles. Ils brûlaient des poubelles. Ils lançaient des cailloux sur les policiers. Au matin, la ville ne ressemblait plus à rien. Une vraie décharge. Les murs avaient noirci à cause des flammes, déchaînées. Et moi je trouve que ça n'a aucun sens. Moi au milieu des émeutes, je me fais pousser de droite à gauche. Je ne sais pas dans quel camp me ranger. D'un côté la loi, de l'autre la vérité. 4 mois avant l'électrocution, le 20 juin, le ministre de l'Intérieur dit « Je vais nettoyer la cité au Karcher ». 2 jours avant l'électrocution, le 25 octobre 2005, le ministre de l'Intérieur dit « Vous en avez assez de cette bande de racailles ? Eh bien, on va vous en débarrasser. » Le lendemain, le 28 octobre, le ministre de l'Intérieur dit « La police ne poursuivait pas physiquement les jeunes électrocutés. » 3 jours après l'électrocution, le 30 octobre à 10h31, le procureur dit « Les 3 adolescents ont pris la fuite à la vue d'un contrôle d'identité à Livry-Gargan. Ils se sont mis à courir parce que d'autres jeunes couraient. Ils se sont crus poursuivis alors qu'ils ne l'étaient pas. » Léo, t'as vu Amir? Oui, je me suis arrêtée. Alors? C'était bien. C'est excellent. Vous avez compris que c'était Virgile qui avait réalisé le film? Qu'est-ce que tu as ressenti en voyant ce film par rapport à la manière dont les images peuvent nous impressionner et nous faire changer d'avis? Virgile Vernier, réalisateur du film Kindertotenlieder. Vous n'avez pas mis les mêmes images que les autres chaînes. Vous avez choisi d'autres images. Et en même temps, c'est leur image. Tu vois, c'est vraiment pas moi qui ai tourné les images. Je les ai juste récupérées et j'ai essayé de leur faire dire autre chose que le propos. C'est-à-dire, j'ai demandé à TF1 s'ils acceptaient de me donner toutes les bandes, toutes les images qu'ils avaient tournées à l'époque en 2005. Parce que c'est vrai qu'il y avait très peu de choses qui avaient été tournées, il y avait très peu d'images. Et moi, c'était en 2021 que j'ai fait mon film, il y a 4 ans. Et bizarrement, TF1, même s'ils voyaient que c'était un peu un propos pour critiquer un peu le travail qu'ils avaient fait, ont accepté de me donner toutes leurs images, tous leurs sons. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est d'enlever leurs sons, pour enlever le commentaire des journalistes, et de redonner à ces images qui avaient été tournées leur vrai son. Eux, ils avaient construit un propos en mettant telle voiture qui brûle, après tel propos, pour que ça aille dans un sens d'une narration, d'une idéologie, d'une pensée qu'ils avaient envie de développer. Et moi, j'avais envie de enlever ce contexte-là et de accumuler, exprès, même exagérément, toutes les voitures brûlées à la suite, toutes les scènes où c'est des CRS qui marchent dans la rue, pour que le spectateur que nous sommes aujourd'hui regarde les images tournées avec une distance un peu critique, sans se faire avoir par un discours préfabriqué, et que nous tous, j'estime qu'on est suffisamment matures et intelligents pour savoir nous faire notre propre idée, sans qu'on ait besoin d'une pensée préfabriquée par la chaîne de TF1. Vous voyez ce que je veux dire ? 7h33, je pense qu'ils sont en train de s'introduire sur le site EDF. Il faudrait ramener du monde, qu'on puisse cerner un peu le quartier. Il vaut mieux ressortir. En même temps, s'ils rentrent dans le site, je donne pas cher de leur peau. À l'écoute de la bande, Sébastien G ne bronche pas. Le président demande une suspension d'audience. Mouhitine pleure, les yeux tournés vers le sol. Siyaha s'est enfoncé dans son siège, les bras croisés. À la reprise de l'audience, Maître Mignard, avocat des parties civiles, prend la parole. Nous ne méprisons nullement l'émotion des 2 fonctionnaires de police. Mais les familles, elles, pleurent depuis 10 ans. Aviez-vous conscience que vous poursuivez des enfants ? Accuse Maître Mignard. Avez-vous considéré l'âge des fuyards ? Demande le président. N'avez pas d'infos sur l'âge des individus ? Répond Sébastien G. Ils sont tous de type africain, 15-16 ans. Avait annoncé le véhicule de la BAC 833 dans l'enregistrement radio. Ouais, j'ai une question par rapport à vous, je me demande, quand vous les voyez, ça fait 20 ans, c'est vrai, est-ce que vous pouvez vous identifier à eux? Est-ce que vous avez l'impression que c'est le passé? Est-ce qu'ils vous ressemblent d'une manière ou d'une autre? C'est les gens qui ont cet âge, votre âge dans le film. C'est un film du passé parce que même le style et la qualité des images, le style des jeunes et la qualité de l'image, pour moi c'est le passé. Ils étaient pratiquement tous en jean,
et une veste. Et pour moi, en 2025, pour moi, c'est pas ce style que les jeunes y portent. Ils sont souvent plus en jogging, alors que dans le film, ils étaient en jean. Et des chaussures de marque. Alors que là, ils étaient pas trop... Il n'y avait pas de chaussures avec des marques. Pas trop. Bah, moi, je suis un peu d'accord avec ce qu'il a dit Marvin, surtout sur le style vestimentaire des jeunes, bah, c'est différent de maintenant, etc. La manière de parler aussi, mais le seul truc où j'ai l'impression que c'est comme maintenant, c'est la situation, la vision qu'on a envers les jeunes et la relation entre les jeunes et la police. En fait, ça change pas. En fait, il y a plein de petites histoires, enfin, il y a plein de choses comme ça, mais qu'à force on oublie. Mais par exemple, le seul truc où je me souviens, c'est Naël avec la voiture, parce que c'est le truc qui a vraiment pris le plus d'ampleur. Voilà. Les choses empirent, les darons ne voulaient pas ça. Le regard noir, je suis menotté sur la passate. C'est la merde et rien n'a changé depuis votre décès. En 2016, ils ont même tué le frère d'Assa. 2023, ils ont rafalé sur Naël. Ils l'ont sali sur BFM et ça c'est réel. Les petits frères sont au ciel et personne n'oublie. Le quartier est une jungle, ils ont tué Mowgli. Zemmour en roue libre, mais que fait l'Arcom? Solide comme Malcolm ou comme une daronne. Souvent il pleut comme à la météo. Je vais au studio comme Michel, je me balade comme Théo. RMC 7h06, nouvel élément ce matin dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré. Un adolescent tué d'une balle dans la tête par un policier. Touché par une balle, tiré par l'arme du policier qui l'interrogeait. Ce matin, tout le monde parle de bavure, les cris et les larmes d'une famille. Un contrôle routier qui s'est soldé par la mort d'un jeune de 17 ans. Politis, Ziad Ebouna, 20 ans après, rien n'a changé. France Info, les émeutes de 2005 ne sont pas une histoire du passé, ça risque de recommencer. Reporter, la fracture entre l'État et les quartiers populaires s'est aggravée. Mediapart, Ziad Ebouna sont-ils morts pour rien? 2025, Bondi Blog, la nécessité de rappeler qu'était Ziad Ebouna. Sud-Ouest, ce drame qui a mis le feu aux banlieues. Le Monde, 20 ans après les émeutes de 2005. Un arbre planté en mémoire de Ziad Ebouna à Clichy-sous-Bois. Le Parisien, Ziad Ebouna, retour sur 20 jours de violence dans les banlieues. Oui, mais pour moi, la colère, en vrai, elle a servi à rien. Parce que c'est inutile de faire ça. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi que cette colère, elle a pas servi à rien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de Riyad, avec Riyad, de comment Clichy-sous-Bois avait bougé. Moi, ça m'a vraiment frappé en voyant ces images. Révolte. Et j'avais oublié à quel point Clichy était comme ça. Et si tu vois le film de Virgile et si tu vas te promener juste après à Clichy-sous-Bois, tu verras la différence. Émeute. Oui, et de fait, il faut dire qu'il y a eu des écoles qui ont été incendiées, il y a eu un gymnase qui a été incendié. Révolte. Bien sûr, je suis pas en train de légitimer ça. Mais je pense qu'il y a aussi des moments de désespoir où quand on a l'impression que plus personne ne vous entend, la seule solution qui reste, c'est celle-ci. Une émeute. Et c'est celle qui a été utilisée. C'est que pour moi, ce que je dois faire, c'est de déposer de planche, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, mais c'est la police qui est en cause. Donc c'est, tu vois, la révolte. Je pense qu'il y a aussi plus de confiance dans la police. Quand on se dit, la police est censée nous protéger, et ce qu'elle fait, elle pourchasse des ados, ce qui les pousse à aller se réfugier dans un endroit dangereux. Après ça, ta logique, c'est pas d'aller voir la police, c'est de leur dire, excusez-moi, je crois que vous avez des collègues qui ont fait un peu n'importe quoi. Colère et tristesse brute. Dans un premier... Enfin, tu peux pas. T'es dans la colère. Enfin, tu vois, moi, je me souviens justement au procès d'avoir entendu les bandes. Et tu vois, rien que d'en parler, d'avoir entendu les bandes avec les policiers qui disent il y a 2 Delta, Charlie Delta décédés. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Et quelques minutes après, tu entends les pleurs des familles, des amis. Tu les entends sur la bande de... Je sais plus si c'était la police ou les pompiers. Et je te jure, c'est... tu vois, j'ai entendu cette bande il y a 10 ans et je l'ai toujours dans l'oreille. Le chaos. On peut pas faire l'économie de l'émotion, on peut pas être dans la raison tout de suite face à ça, je crois. Et c'est pour ça que, parfois on se révolte parce que la colère et la douleur, elles prennent le pas sur tout. Le ras-le-bol. Ah oui, moi je suis plutôt d'accord avec Karine que de casser des voitures et tout ça sert à rien parce que ça va pas les faire revenir. On parle tellement de manifestations dans les médias comme la seule manière de se faire entendre
qu'on n'arrive même pas à penser que la colère, elle puisse être légitime. Mais pourquoi la colère serait pas légitime dans un cas comme celui-ci? Je vous pose la question. Pourquoi ce serait pas légitime de casser une voiture si tu perds ton fils, si tu perds ton petit frère, si tu perds ta sœur, et que t'es pas écouté dans les médias, et qu'on montre la police? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire, toi, à leur place? Émeute. Mouvement de foule. Un trouble collectif, c'est-à-dire être mis en agitation. Mouvement spontané et désordonné du peuple. Révolte. Opposition volontaire au pouvoir établi. Idée de refus aux résistances. Se retourner contre quelque chose. Une émeute. C'est un mouvement spontané, souvent bref, lié à la colère ou au désordre. La révolte. C'est une action intentionnelle et organisée de s'opposer à une autorité. La cause des événements de 2005 ? La justice pure. La mort de Ziad Bouna est le déclencheur, mais la raison était profonde, le ras-le-bol. Ce fut d'abord l'émeute, colère et tristesse brute, le chaos. Puis la révolte, intentionnelle, organisée. L'objectif était de se retourner contre la politique, contre les humiliations et l'oubli. Les jeunes ont dit stop. C'était leur seul et unique moyen de parler à l'État. Le message était violent, mais le fond était simple. Demande de dignité. En somme, l'émeute est l'explosion émotionnelle et spontanée. La révolte est intentionnelle et organisée pour défier le système et exiger un changement politique. On est 20 ans après votre décès et le monde n'a pas beaucoup changé. Todo es un poco más moderno, pero el peligro no cambia. El danger ne change pas. En 2005 no creo que ustedes utilizaran mucho de la tecnología, pero hoy en la actualidad todo es tecnología. Le 27 octobre 2005 a été un jour noir, un día negro. Moi, je suis pas français, mais je connais votre histoire et je me sens triste car j'ai le même âge que vous. Je m'appelle Riyad, j'ai 13 ans. J'ai subi un contrôle de police il y a 1 mois ou 2. C'était à Clichy-sous-Bois, c'était au Bel-Air. C'est une cité où le bâtiment il est bleu. On était en train de discuter dehors. Et il y avait des gars, ils faisaient des trucs pas bien à côté de nous. Je peux pas vous dire quoi vraiment, mais vu que j'étais pas vraiment à côté, mais on les voit quand même. Ils regardaient autour d'eux et tout. Et quand la police, ils sont arrivés, ils ont commencé à courir. Ils sont venus d'un seul coup, ils sont sortis de leur camion, ils étaient 3. Ils ont commencé à courir vers eux. Vu qu'il y a une entrée et une sortie, du coup, les gars ils sont rentrés, ils se réfugiaient dans le bâtiment. On s'est mis à courir parce que en fait les policiers quand ils rentrent ils vont pas réfléchir c'est qui a fait quoi, c'est qui et tout. Ça veut dire on s'est mis à courir parce que genre si nous on reste là c'est nous on va faire attraper parce que la police ils vont pas essayer de réfléchir qui a fait quoi. C'est pour ça qu'on a couru. Ils étaient dans leur uniforme de policiers. Dans leur ceinture là ils avaient taser, matraque et des pistolets sur le côté ici. Et je crois que c'était la police nationale. Et du coup après ils ont couru vers moi. Ils m'ont attrapé. Et du coup ils m'ont suivi moi. Et le truc, le revêtement avec des boules pour les aveugles là, j'ai glissé sur ça parce qu'il pleuvait. Et du coup la police après ils m'ont attrapé, ils m'ont mis dans leur camion. Et après ils m'ont posé des questions du genre ouais, est-ce que t'étais avec les grands, est-ce que genre tu faisais des trucs pas bien avec eux. Après ils ont appelé ma mère à la fin. J'avais peur alors que j'avais rien fait. Après ils m'ont posé une autre question et ils m'ont dit est-ce que t'étais avec eux. J'ai dit non aussi. Après ils ont appelé ma mère et ils ont dit que on a des soupçons que votre fils il fait n'importe quoi dehors et tout. Et ils ont dit ça alors qu'ils avaient rien pour prouver que j'étais en train de faire des choses pas bien. Et je leur ai dit que je faisais rien de mal dehors. Ma mère elle est venue. Après elle m'a pris, elle a dit merci aux policiers, après on est parti. Après elle m'a dit ouais pour la prochaine fois fais attention, il fait pas n'importe quoi dehors. Moi je lui ai dit que j'avais rien fait et tout, après elle m'a dit ok mais fais attention. Parce que les policiers elle m'a dit que les policiers vont pas chercher à comprendre qui a fait quoi et tout, ils vont t'attraper, ils vont te demander, elle a dit t'as de la chance, t'es tombé sur des policiers gentils. Après j'ai dit ok, c'est fini. Poliția Moldova nu este tot așa ca în Franța. N'est pas la même qu'en France. Pentru o simplă controlă de identitate, même pour un simple contrôle d'identité, ils nous plaquent par terre. Même, ils nous amènent au poste. Si on n'a pas malheur voulu fuir, ils nous tabassent avec des matraques. Poliția în Moldova nu e calmă. La police en Moldavie n'est pas calme. Dacă faci o prostie gravă, poți să ai amendă și on peut avoir une grosse amende et de la prison ferme.
En France, la police est calme chez nous. En France, la police me fait moins peur parce qu'elle n'est pas trop violente. Ils nous ramènent juste au poste et nous demandent le numéro de nos parents. La majorité des personnes en Moldavie disent poliția proști, ce qui veut dire police de con. 52% des personnes contrôlées déclarent ne pas avoir eu de justification à ce Les contrôle personnes perçues d'identité comme noires, de la arabes part ou des forces de maghrébines l'ordre. ont également plus de risques d'être contrôlées. 39% d'entre elles l'ont été en moins d'une fois sur les 5 dernières années en 2024. La proportion des personnes contre 23% des des personnes perçues comme blanches. a connu une augmentation importante 16% entre de la 2016 et 2024. Déclaré avoir été contrôlé au moins une fois sur les 5 dernières années en 2016, contre 26% de la population en 2024, soit une progression de 63% en 8 ans. Bonjour, je m'appelle Joseph. Il y a 20 ans, un groupe d'adolescents se trouve sur le chantier face au funérarium où je travaillais. Zied Bouna en faisait partie. Je me souviens aussi d'un garçon qui était appuyé contre une voiture. Je pensais qu'il faisait le guet, donc j'ai appelé la police en pensant qu'il volait le chantier. À cette époque, il y avait pas mal de cambriolages dans le quartier. Quand la police est arrivée, je les ai vus. Ils l'ont directement collé contre la carrosserie, le jeune homme qui se tenait contre la voiture, et ils l'ont menotté. Quand j'ai vu ça, je me suis senti mal. C'était des gosses et ils ne méritaient pas qu'on les traite comme ça. Un autre groupe de policiers a coursé les jeunes qui avaient commencé à s'enfuir. Ils se sont tous fait attraper, à part Mouïtine, Zied et Bouna. Ils ont eu peur et ils se sont réfugiés dans un transformateur électrique, sans savoir que c'était un danger de mort. Au bout de quelques minutes, les trois se sont fait électrocuter. Seul Mouïtine a survécu et a eu la force de s'échapper et de demander de l'aide aux grands de la cité. Les grands sont partis à la recherche de Zied et Bouna en criant leur prénom, mais sans réponse. Les deux jeunes garçons étaient morts. J'ai appris le décès de Zied et Bouna en regardant le journal de 20h. J'ai senti une boule grossir dans mon ventre. Je n'aurais jamais dû appeler la police. J'ai ressenti de la tristesse et du remords. Si je n'avais pas appelé, il ne serait pas mort. Si je n'avais pas appelé, il ne serait pas mort. Je n'arrivais pas à dormir car cette phrase tournait sans cesse dans ma tête. Si je n'avais pas appelé. Quelques jours après, les révoltes ont commencé dans toute la France et je me disais que c'était sûrement de ma faute. Si je n'avais pas appelé, Pendant toutes ces années, j'ai culpabilisé et pensé à ce que Zied et Bouna seraient devenus si je n'avais pas passé ce coup de fil. Ils ne seraient pas morts. Aujourd'hui, j'ai 46 ans, j'ai une femme et 2 enfants. J'ai déménagé car ça me hantait, j'ai changé de travail. Je commence ? Ok. Bouna Traoré. C'est un jeune banlieusard qui rêve de rejoindre son petit frère en détection de jeunes talents au foot. Il a les yeux doux, serviable et sociable. Il est apprécié de tout le quartier. Il est souriant, coquet, beau gosse et agile. Il a l'esprit fédérateur. Il prend soin de lui, de son image. Il veut être footballeur. C'est un ado insouciant qui joue à la PlayStation. Souvent, il nettoie ses nailles. C'est un beau gosse agile et coquet. Zied Bouna, un jeune Tunisien réservé et discret mais aussi athlétique et fort. Son père, qui est éboueur à la ville de Paris, est sévère. Il n'apprécie pas qu'il traîne dans des histoires de vélo volé. Il a une grande complicité avec sa sœur. Il porte un diamant à l'oreille. Pour le ramadan, il s'est fait beau en choisissant une coupe Renoir branchée, comme son frère. En 2025, que serait-il devenu ? Bouna aurait été peut-être détecté. Il aurait intégré un club et serait devenu pro. Il serait même peut-être au Red Star. Sinon, comme il était gentil, il aurait pu devenir infirmier et fonder une famille. Pour Zied Bouna, comme il avait des difficultés à l'école, il aurait pu faire des métiers qui requièrent de la force, comme la maçonnerie, la mécanique et tous les métiers manuels. Mais ça, on ne le saura jamais. Sur les journaux, je vois son sourire qui me retient toujours. On ne le saura Je jamais. ne comprends toujours pas pourquoi un enfant qui n'a rien fait peut mourir comme ça. Je me dis que c'est un sourire qui est mort. Cher Zied et Bouna, 20 ans après votre mort, le quartier est tellement triste. Zied et Bouna, vous étiez jeunes, vous auriez pu grandir normalement. Vos parents, les voisins, les amis, tout le monde se rappelle bien qui vous êtes. Même si 20 ans ont passé. Cette histoire s'est passée à côté de là où j'habite. Ça aurait pu être quelqu'un que je connais. Je suis sûre que si vous étiez encore vivant, vous seriez des parents très gentils, des footballeurs très forts. Zied et Bouna, j'aimerais vous offrir tout mon bonheur. Il faut que vous sachiez, on a fait beaucoup de choses pour ne pas vous oublier.
des fleurs, des vêtements avec vos prénoms. Aujourd'hui, on a le même âge que vous. On a le même âge que vous. On a le même âge que vous. Au moment de votre mort. Si j'avais été à votre place, j'aurais fait la même chose. Et mes parents auront été aussi malheureux que vos parents. Vous êtes dans nos cœurs. Vous nous manquez. On a le même âge que vous. On a le même âge que vous. Une création sonore écrite et mise en voix par toute la classe de 4e 5 du collège Anatole France au pavillon sous bois. Accompagnement à l'écriture, Joséphine Lebar. Réalisation sonore, Émilie Chaudet. Un projet porté par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis et soutenu par le département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du programme Agora, éducation aux médias et à l'information pour la liberté d'expression. Merci à l'équipe pédagogique qui a accompagné ce projet, Stéphanie Jarad, Mélina Rennes, Nadine Mohamed, Alexis Polydor, ainsi qu'à Madame Ducastin, principale de l'établissement. Merci également à Virgile Vernier, à Sophie Castelnau, en charge de l'éducation artistique et de la culture au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse, à Marion Claire et à la direction de la culture, du patrimoine, du sport et des loisirs du Conseil départemental du 93, ainsi que le Clémy de l'Académie de Créteil et la DSDEN 93. Extrait des livres Delta Charlie Delta de Michel Simoneau aux éditions Espace 34 et Une année à Clichy de Joséphine Lebar et Bahar McCoy aux éditions Stock. Lettre à Ziad Ebouna par Lafouine sur l'album État des lieux, sorti en 2025.